bienvenue dans ce 5e épisode de notre 3e saison des Meetups de DevApps. Alors aujourd'hui, on n'a pas de sujet bien particulier, à la demande de Christophe et de Denis qui voulaient à tout prix que ce soit une discussion open bar aujourd'hui. Donc, en gros, j'avais demandé sur le Slack si vous aviez des questions sur lesquelles on pouvait discuter. A priori, il y en a 2 qui sont revenus jusqu'à présent. Alors, la première, c'était notre ami Denis, qui avait commencé cette discussion la dernière fois à la fin du Meetup, concernant MVVM. Et ce serait bien que tu mettes ton micro, Denis. Non, c'est pas bien que je mette mon micro parce que je parlais avec ma femme. Bonjour madame. Elle est plus là maintenant. Elle est plus là. C'est la petite blonde qui était derrière? Non, c'est pas celle-là, l'autre. Ah, l'autre. L'autre. La petite brune. Oui, alors, quel était ton sujet? À moi? Oui. J'ai rien écouté de ce que tu as dit, je parlais avec ma femme. Ça fait toujours plaisir. Je disais que aujourd'hui, on n'avait pas de sujet bien particulier puisque toi et Christophe, vous aviez demandé à ce que ce soit de l'open bar, une discussion par rapport au sujet qui nous passait un petit peu par la tête. Et donc, j'avais demandé dans le Slack si vous aviez des sujets de discussion. Et on en avait 2 qui revenaient, d'ailleurs qui avaient un petit peu un thème commun qui était l'approche MVVM. Et donc, toi, tu avais, lors du dernier meet-up, à la fin, commencé à parler d'un certain sujet. Le MVVM aussi. Voilà, oui. C'est ça. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Oui, moi, la question que j'avais posée, on va dire toute bête à la base, c'est il y a les développements quand on travaille sur, par exemple, du WPF ou ce genre de techno, où on utilise effectivement MVVM. Donc, pour faire une séparation de tout ce qui est gestion du code, de tout l'aspect interface graphique, notamment pour aider tout ce qui est test unitaire, par exemple. Enfin, c'est souvent un des avantages qui est mis en avant. Et ma question était toute simple, c'est de savoir, est-ce que s'il y en a qui ne l'utilisent pas, est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé et qui ne l'utilisent plus? Personnellement, je trouvais parfois ça dans certains types de projets un peu lourds, donc je n'utilise pas toujours MVVM, même dans des applications de type UWP ou WPF. Et donc, l'idée était de lancer un peu le débat là-dessus. Qui est pour, qui est contre? Contre. Et... Contre. Christophe est contre. Non, mais c'est assez spaghetti comme ça, chacun sa merde. Moi, c'est un petit peu ça l'aspect. Enfin, tu dis de spaghetti, je vais lancer le truc et puis on va voir un petit peu les discussions. Mais j'ai fait des projets où on a en quelque sorte imposé aux développeurs de travailler avec du MVVM. Et puis on s'est retrouvé à un moment donné à avoir effectivement du code qui se trouvait dans la partie, je ne sais pas comment on l'appelle, service, quoi, enfin la partie métier. Et on renvoyait du contenu à afficher dans l'interface graphique, mais du contenu qui devait être affiné. Donc, on récupère une date de naissance, je donne toujours cet exemple un peu bateau, mais on récupère la date de naissance dans la base de données, l'interface graphique, elle veut afficher ça sous forme, dans une liste avec une forme d'âge ou des choses comme ça. Et donc, on devait faire des autres propriétés supplémentaires pour pouvoir faire du binding et les relier. Et ça devenait, en termes d'écriture de code, ça devenait quand même assez lourd, alors que si on prend un projet, on va dire normal, Windows Forms ou WPF, j'ai une fenêtre, je la dessine déjà à la main, gling, 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 et puis je fais double-clic dessus, je rentre derrière l'événement pour le bouton, et puis là, j'appelle mon service, ma méthode de service que j'ai instanciée, pour pouvoir venir faire un appel vers une DB. Mais je ne commence pas à obligatoirement tout déléguer à l'intérieur de cette partie couche métier, et de ne rien avoir, entre guillemets, comme manipulation de données, mais purement manipulation graphique. Ce qu'on a, nous, juste fait Alors qu'initialement, le MVVM est fait pour ne pas faire du code spaghetti. C'est un peu ce qu'on représentait, mais moi, au final, je passais plus de temps à réfléchir exactement comme tu dis, mais putain, pour simplement ce truc-là, je dois mettre en marche 3 usines à gaz. Et donc, si tu veux, pour moi, c'était contre-productif. Parce que moi, je travaille seul, c'est aussi une nuance. Hein. Mais je veux dire, pour moi, c'était contre-productif. Donc, il disait, ouais, tu as le designer qui peut faire ça de son côté.
je m'en fous, c'est moi-même. Donc, ça m'intéresse absolument pas, quoi. Mais c'est souvent le cas sur les projets chez nous aussi. C'est vrai que c'est peut-être une différence, c'est vu la taille des équipes, la taille des projets. Je suis tout à fait d'accord que c'est peut-être pas cette même logique si on a des séparations complètes, comme tu le dis, des designers qui font ça d'un côté ou des développeurs qui font d'un côté une partie, des développeurs qui font autre chose. Mais moi, je suis dans le même cas. Souvent, c'est le même développeur qui fait l'écran complet, quoi, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la création de la DB. Et ça devenait trop compliqué. À la limite, afficher des données, donc des propriétés, ça va encore. Là où je trouvais ça vraiment compliqué, c'est dans tout ce qui était binding de commandes, donc d'événements, pour pouvoir dire j'ai un bouton, il faut enclencher une fonctionnalité qui se trouve derrière. Alors, encore une fois, c'est mon avis perso, donc je serais intéressé en tout cas d'avoir des retours de l'autre côté, de ceux qui l'utilisent, qui en sont très contents et qui ont peut-être fait l'expérience inverse et malheureuse de ne pas travailler avec MVVM et que du coup, ils sont venus à MVVM pour essayer de se simplifier la vie. Donc, je ne sais pas. Alors, si tu veux, je peux un peu en parler. Parce que moi, j'ai 2 expériences. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Non, dans pas mal de sociétés, j'ai travaillé beaucoup en MVVM. J'ai beaucoup travaillé en MVVM et j'ai énormément apprécié travailler en MVVM. Je vais expliquer pourquoi après. Et dans notre société, je travaille avec du WinForm. Donc voilà, je connais les 2 solutions. Ouais. Et pour des gros projets, donc du coup les 2 côtés, c'est des gros projets, le MVVM est beaucoup plus facile pour moi. Qu'est-ce que tu appelles gros projet? Beaucoup de personnes? Alors dans le projet où on est en WinForm, on est 5. Et dans l'autre projet, on est 2. Dans WPF. Mais ça pour toi, c'est des gros projets? C'est la taille du projet. Non, mais un alors. gros projet. Alors, celui de WinForm, il a à peu près 25 ans. Hein. Donc, oui, c'est ça. Un gros projet quand même derrière. C'est ça, c'est un gros projet en termes de quantité de code. Oui, voilà, tout à fait. Maintenant, on n'est que 5, mais avant, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et les problématiques qu'on a, c'est que c'est une usine à gaz, quoi. Donc on n'arrive plus à comprendre et tout. Et ce que j'apprécie énormément avec l'MVVM, c'est que chaque classe a sa propre responsabilité. Donc du coup, on sait que le XAML, c'est que pour faire graphique, le MVVM, c'est que pour faire la liaison entre le graphique et le métier, et dire ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une chose que je n'ai pas dite, c'est vrai que moi, dans les projets, si j'utilise pas le MVVM, je vais dire j'impose entre guillemets, mais enfin c'est plus basé sur une discussion et ça évolue, mais une sorte de manière de travailler où il y a quand même une séparation de couches. Donc il y a une bibliothèque qui gère les aspects de coordination, de gestion de données, des services, et puis il y a l'aspect affichage graphique, mais c'est pas tout doit se trouver dans un seul morceau. Donc ça, je comprends effectivement si jamais tu as ce genre de choses. Et maintenant, c'est plus pour avoir cet aspect de clarté que tu aimes bien NVVM, ou bien il y a aussi des aspects de test ou des choses comme ça derrière? De clarté, pas vraiment de test, non, c'est plus de clarté et de manipulation. Par exemple, pour les événements, c'est beaucoup plus facile à bloquer une action quand on a compris le système de commande. Oui, j'ai eu les 2 cas. Oui et non, parce que oui, c'est plus simple si tu rends simplement la variable pour dire c'est désactivé et on va dire le bouton automatiquement se grise. Mais il y a plein de cas particuliers où parfois l'utilisateur voudrait des fonctionnalités qui n'est pas juste désactivées, mais qui est, j'ai pas d'exemple comme ça, des validations, on va dire, de données qui dépendent d'autres données, des choses pareilles. Avoir directement la possibilité d'aller rechercher le contenu dans l'écran, donc de faire une manipulation sur les composants graphiques, je trouve l'écriture du code plus simple. Alors effectivement, il n'y a pas cette séparation. Alors, moi, je dirais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord la technologie justement de l'UI qui est utilisée. J'allais dire pour les Windows Form, moi personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. En revanche, pour tout ce qui est WPF, je pense que c'est indispensable. Parce que WPF, ça peut vite devenir le cauchemar, quoi. Comme je disais, avec du WPF, on peut faire des choses super compliquées, super rapidement, de façon super simple. Et les choses qui paraissent simples, c'est un cauchemar pas possible. Je prends juste un exemple, c'est si tu fais un contrôle. Si tu veux gérer, par exemple, notifier à l'interface qu'il y a une des propriétés du contrôle qui a été mise à jour, bah, tu vas devoir créer des dependency properties.
Et une dependency properties, il va falloir que tu t'abonnes à son événement, que la property change. La méthode pour détecter, c'est une méthode statique sur laquelle tu vas faire un casting de ta propriété pour récupérer, etc. Ça devient vite cauchemardesque. Ouais, j'ai eu l'expérience sur un très gros projet au tout début, c'était en 2005, je crois, au tout début de WPF, où on avait une approche, j'allais dire, entre guillemets, à la Windows Form. On s'est vite retrouvé avec des trucs, c'était un cauchemar pas possible, quoi. Et alors que si on avait eu l'approche MVVM, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, je dis pas que ça simplifie tout, mais ça simplifie énormément les choses. Mais vraiment, moi, mon point de vue, c'est que c'est vraiment parfait pour du WPF. Après, pour d'autres technologies, je suis un peu sceptique, quoi. Alors, chez mon client actuel, ils sont passés à Blazor et ils viennent du monde, justement, WPF. Et donc, j'ai été surpris de voir un projet Blazor, et là, je vais faire tomber Christophe de sa chaise. Un projet Blazor dans lequel ils utilisent MVVM, justement. C'est vrai, mais ils ont raison, c'est bien si ça les a... Mais c'est parce qu'ils viennent clairement du monde WPF. Hein. Ouais, et c'est vrai que ça m'a fait très bizarre parce que, voilà, moi, je venais un peu du monde React et Angular pour la technologie web. Et quand j'ai commencé à faire du Blazor, j'ai utilisé Blazor comme plus ou moins je faisais de l'Angular. Donc, j'avais l'HTML et le code qui étaient associés. Et j'ai découvert par eux qu'on pouvait aussi faire du MVVM avec Blazor. Et ils en sont très contents, hein. Ils sont vraiment contents d'avoir mis cette architecture en place. Et j'avoue que ça m'a fait très bizarre de voir du MVVM dans Blazor. Et ils utilisent MVVM Lite, non? Je ne sais pas exactement. Je regarderai, tiens. Après, moi, je n'utilise pas du tout du MVVM, mais mon code est très structuré. Je veux dire, j'ai chaque classe, une classe à sa fonction. J'utilise pas mal de services. Et après, ce que j'aime vraiment pas, hein. Au départ, j'aimais bien, hein, pourtant, hein, c'est d'avoir le code ça se dit, c'est quoi le terme, le code inside, en fait, le code dans la page, quoi. Le code behind. Code behind. Non. Code behind, il est dans le code C# derrière. Le code qui est au bas de la page de la page Razor, c'est super bien. On va vite à faire run, hein, de son code. C'est super pratique pour des débutants. On a vite du résultat, mais c'est vite le bordel, en fait. Et du coup, ça me plaît pas trop. Du coup, j'utilise les classes partielles derrière. Et encore, je fais parfois même un mixte. J'avoue que parfois, quand il y a des petites choses, des petites variables que je dois juste mettre, c'est dans le code qui est au bas de la page, mais il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai un code d'une classe partielle, le code behind. Là, par contre, je l'appelle behind, du coup, puisque c'est une classe C#. Et puis, j'arrive à faire un code qui est quelque part propre et dans lequel je m'y retrouve extrêmement facilement. Je me suis mis mes propres règles, quoi. Mais, c'est ça. Moi, je préfère me baser aussi sur des règles et des conventions, ce que je disais. Souvent, nous, on crée 2 projets pour faire un peu cette séparation. Mais l'aspect d'obliger à créer des property change. Alors, il y a peut-être le fait aussi que le fait de créer des property change et donc du coup d'être obligé de créer des propriétés, en gros full, pour pouvoir enclencher, dire la propriété a changé, l'événement entre guillemets a changé derrière cette propriété, j'ai toujours trouvé cette écriture assez lourde, quoi. Rien qu'en termes de lecture de code, je trouve ça, s'il y avait un moyen beaucoup plus simple que Microsoft mettait à disposition, ça serait quand même nettement plus facile, je trouve. Laurent, tu voulais dire quelque chose? Ouais, donc moi, en fait, je suis un peu biaisé parce que ça fait des années que j'utilise MVVM. J'ai même participé avec Laurent Bugnon pendant de longues soirées à discuter de l'architecture de MVVM Lite. Je pense que une fois de plus, ce qui est important, c'est d'avoir du code qui est organisé. Je pense que c'est Christophe qui disait ça, mais même Denis. Moi, je pense que MVVM, le design pattern, permet ce genre de choses. Comme Richard le disait, c'est super bien applicable pour des technos avec du binding comme WPF, WP, ce genre de projet, parce que ça a été designé, c'est un design pattern qui a été designé pour ces technos-là. Ça n'existait pas pour les WinForms, par exemple. Moi, dans mon cas, c'est un pattern qu'on utilise dans une application d'un niveau de complexité, d'un environnement de développement. Donc, il y a une relative complexité, il y a
tu parlais de taille. Alors moi, je différencie. Pour moi, la taille d'un projet, c'est déjà, peut-être pas les lignes de code, mais si, les lignes de code aussi, le nombre de classes, ce genre de choses. Donc c'est un projet qui est énorme. Donc c'est un projet qui est difficile à maintenir. Aujourd'hui, on est 10 développeurs dessus. Donc, Ah oui, c'est ça. en termes d'équipe. Donc moi, je ne me verrais pas du tout faire cette application qui est WPF sans utiliser MVVM. Ça nous permet d'avoir une claire séparation avec des règles qui sont mises en place, des règles qui sont aussi vérifiées avec des outils comme MDepend d'architecture correcte. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une espèce d'overhead quand tu parlais des Notify Properties Change, les genres de choses. Mais moi, franchement, ce qui est important dans mon cas, parce que le projet est énorme, parce que l'équipe est grande, c'est qu'on puisse tester la plupart des layers de notre architecture. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à la view, enfin jusqu'au view model, où on teste aussi que les propriétés, elles raise leur property change correctement, etc. On ne va pas jusqu'au view, on le faisait dans le temps, mais l'investissement par rapport au retour était trop important. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement combien on teste au niveau du view model lui-même, mais pour toute application, on est à plus de 31 000 tests qui tournent. Et l'année dernière, on a eu 8 bugs bloquants. Et tout ça, je pense que c'est dû à l'architecture qui est mise en place, qui permet justement de tester beaucoup de choses, quoi. 8 bugs bloquants pour une équipe de 10 personnes sur une année, je pense que c'est beaucoup, pas grand-chose. Ah, si, moi, je trouve ça énorme, moi. Ouais. L'année d'avant, on en a eu 0 et l'année d'avant, on en a eu 4. Tu vois. Mais non, mais je comprends effectivement. Sur des projets comme ça, c'est vrai que ça dépend des cas. Ouais. Et la taille du projet, à mon avis, a cette importance-là, effectivement, je pense. Peut-être en fonction de la création de ce qu'on veut, comment on veut l'organiser. Je pense non seulement la taille du projet, de l'équipe, mais aussi si c'est un produit ou si c'est quelque chose que tu vas vite faire pour tester quelque chose. Moi, je suis d'accord. Maintenant, je le ferai en MVVM Lite parce que j'ai tous mes outils pour générer du code et aller super vite. Mais c'est sûr que si c'est pas le même but, si c'est un outil, nous, qu'on développe depuis plus d'une dizaine d'années, tu vois, je veux dire, ça dépend de ton objectif aussi, quoi. Donc, ouais. Et c'est vrai que tu me fais penser, il y a peut-être aussi un aspect de qualité et de confiance dans l'équipe. Si tu commences à développer, le fait d'utiliser par exemple MVVM Lite, tu peux effectivement, comme tu le dis, rajouter des tests, donc mettre quelqu'un qui ne maîtrise pas entièrement l'outil, et donc là tu as des solutions de testing beaucoup plus avancées que si forcément tu mets tout en un seul morceau intégré, et c'est quasiment des tests à la main pour vérifier que ça marche, quoi. Ouais, moi à la fin, tu sais, je préfère qu'on lance des tests sur un serveur de test en continuous integration que payer des gens à aller cliquer à droite à gauche pour tester l'application en fin de release, quoi. Chose qui existe aussi, mais en plus. Ok. Et tu utilises MVVM Lite comme outil? Bah oui, je l'utilise depuis le début parce que, comme je disais, j'ai participé avec Laurent à le designer, même si je n'ai pas écrit de code. Mais j'ai passé quelques bonnes soirées avec lui à discuter de ça. Au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a réinterné les sources qui sont MVVM Lite n'est plus maintenu par Laurent Bugnon, par personne en fait. Et par contre, il y a le Windows Community Toolkit qui a commencé à faire une nouvelle extension qui s'apparente à MVVM Lite, qui permet de porter depuis MVVM Lite plus ou moins facilement, on va dire. Ouais. On a une explication. On a une explication pour laquelle Laurent Bugnon ne fait plus. Il a plus le temps. Il a plus le temps. Et moi, franchement, ce que je vois ces derniers temps sur les projets open source, c'est un peu dommage, je pense. J'en ai jamais discuté avec lui. Il faudrait que j'en parle avec lui. Mais je pense que les projets open source qui sont maintenus comme ça que par une personne, c'est relativement risqué d'intégrer ça dans un produit, quoi. Ouais, puis le problème, le community, là, c'est que pour l'instant, il est designé que pour UWP. Non. Enfin, il y a des problèmes WPF que j'ai remontés à l'équipe.
Mais en fait, leur but, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est quelque chose qui peut être utilisé sur toutes les plateformes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour WPF, je parle juste du WPF, WP marche pas pareil, mais pour tout ce qui est dans la zone des commandes, il y a un problème avec WPF. Et ça, ils ne veulent pas le changer. Donc, en fait, si tu portes depuis MVVM Lite vers Windows Community Toolkit MVVM, tu vas avoir des problèmes avec tes commandes parce qu'elles vont pas. Tu sais, quand tu fais les Raise Property Change pour les disabler, elles ne seront pas disablées avec l'implémentation. Donc, il faudra que tu réimplémentes tes commandes à toi pour WPF. J'imagine qu'un jour, quelqu'un va faire ça. Mais en fait, eux, ils ne veulent pas shipper en tant que dans la librairie ce support de WPF pour ça. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre que tu disais que WPF était designé au début pour une approche MVVM. L'approche MVVM sur WPF est apparue quelques mois, quelques années plus tard, quoi. C'est pas intégré directement dans le framework. Non, c'est pas interné dans le framework. Ouais. C'est un design pattern qui a émergé suite à l'apparition de ces technos où il y avait du binding, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que même pour, je veux dire, ce design pattern a été quand même largement utilisé avec WPF. C'est un peu bizarre que dans la nouvelle version de WPF pour .NET 5, il n'y ait pas eu d'implémentation à l'intérieur même du framework. Parce que je pense qu'ils ne veulent pas restreindre, en fait. Ils veulent pas que... Au départ, je pense qu'ils ne veulent pas imposer un design pattern pour implémenter. Exactement pourquoi on a les discussions, tu vois, de Unity. Imagine, tu serais obligé de faire du MVVM pour ton application. Il y a des gens qui ne seraient pas contents, quoi, parce qu'effectivement, tu dois écrire un peu plus de code et ce genre de choses. Et donc ça, je pense qu'ils n'ont jamais voulu l'imposer. Après, je pense que le port sur .NET Core et .NET 5, je pense que WPF, quelque part, ils le font vivoter, quoi. C'est pas... Il n'y a pas d'investissement lourd. Il y a des investissements dans les outils de développement parce qu'ils peuvent être aussi mutualisés sur différentes plateformes. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un truc qui soit vraiment super en train d'être développé, quoi, et poussé, quoi. Disons que WPF était mort pendant 2 ans. Là, ils ont annoncé qu'ils se prenaient un dev plein temps, je crois, ou 2 peut-être sur le projet, mais ça va pas changer des masses. WPF, c'est pas prévu que ça évolue. Non, exactement. Dev. Ça fait pas rêver. Disons qu'ils ont, je sais plus, 40 pull requests qui sont pas mergés depuis 2 ans. Ils se sont dit, il serait peut-être bien, enfin, tout le monde s'en plaint, donc ils se sont dit, il serait peut-être bien qu'on fasse un petit effort de notre bord. Ouais. Mais c'est le strict minimum, quoi. C'est malheureux parce qu'il y a quand même pas mal de projets encore qui sont utilisés dans cette techno, quoi. Utilisés, même des nouveaux projets parfois qui sortent. Il n'y a pas que le web qui existe. Mais mais la version actuelle, elle marche pour eux, point. Voilà. Pourquoi ils feraient plus s'ils ont des ressources limitées ou est-ce qu'ils veulent investir, aujourd'hui, le monde ne va pas sur du WPF, quoi. Non, c'est vrai. Ce qui est étonnant, c'est que Visual Studio est quand même basé sur WPF, quoi. Et donc, c'est un peu... Ouais. À moins qu'ils aient d'autres plans pour l'avenir, ce que je pense ce qui est le cas, en fait. Ils ont le code maintenant. Pardon ? Ils ont bien Visual Studio Code, je pense. C'est peut-être pour ça qu'ils... Ouais, mais... il y a de la marge en VS Code. Ouais. Mais c'est aussi une entreprise qui maintient plusieurs IDE complètement différents, qui maintient plusieurs services pour les développeurs comme GitHub, comme Azure DevOps et tout ça. À un moment, tu te dis peut-être qu'ils vont quand même devoir un peu converger certaines choses, quoi. Ouais, puis tu avais aussi le fait que ils ont fait WinForm, ils ont fait WPF, ils ont fait UWP. Maintenant, ils essayent de mettre UWP, de le mettre en commun avec tout le monde, parce que UWP a quand même une meilleure philosophie en termes de perf, notamment, sur les contrôles, que WPF n'a pas. Donc, pour eux, la vision, c'était WP, la vraie vision dans laquelle ils devaient investir, pas WPF. Donc, aujourd'hui, ils essaient juste de ramener un peu ce qu'ils ont investi pour le remettre dans l'écosystème que les gens utilisent, mais... Même à ça, je pense que c'est pas WPF qui va évoluer, mais le projet Réunion et autres, tous ces trucs-là qui vont faire que ça avance le truc, quoi.
Ouais, moi, je crois plus au projet Maui comme les prochaines étapes. Parce qu'ils ont vraiment un investissement fort sur le multiplateforme qui a commencé avec .NET Core. Il y a un sens d'aller sur la UI pour leurs outils aussi. Ils ne vont pas maintenir Visual Studio Code, Visual Studio for Mac avec toutes ces technos. À un moment, je pense Surtout que qu'il c'est faut des quand technos même différentes pouvoir, aussi. Hein. Voilà, exactement. Bah, pour tout ce qui est desktop, il y a WinUI qui doit arriver. Ouais, c'est encore autre chose. À la fin, tu sais plus, ouais, on sait plus où ils vont parce que ça part dans tous les sens, quoi. Et il n'y a jamais un message clair. Quelqu'un a déjà essayé WinUI ou pas? Non. Bon. Il y a comme un silence. WinUI, c'est le truc que tu tapais quand tu étais sur DOS 6 et que tu faisais Win et ça ouvrait une application Windows, là, c'est ça? Tu avais WinUI. C'est vrai. Bien. Bon, bah écoutez, voilà concernant MVVM. Le deuxième sujet, c'était Laurent qui voulait le lancer. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. C'est un peu la suite à ce dont on est en train de parler. Donc, comme j'ai expliqué, nous, on a une grosse application WPF. On vient de dire qu'on ne voit pas trop la techno évoluer. Donc, je pense personnellement on peut continuer quelques années comme ça encore. Il n'y aura pas de souci. Mais on essaie de voir comment on pourrait migrer ou changer la donne. Une des pistes, c'est on arrête tout et on fait du web. Quand on a un produit qui est développé depuis X années, c'est un peu compliqué. Un des autres chemins, c'est de passer sur une application qui est aujourd'hui donc WPF, MVVM, et qui est un client lourd sans back-end. Et une des idées, ça serait de passer d'un client lourd à un client avec une partie serveur et une partie cliente. Donc moi, la question que je me posais, c'est s'il y a des gens qui avaient de l'expérience sur passer d'un client FAT à une version client-serveur dans les technos WPF et MVVM. Mais ton client, il serait quoi? C'est un client lourd, ça? Ouais, donc le but, c'est justement d'avoir une possibilité de faire une migration en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça serait de splitter le FAT client dans une application client-server avec le client qui reste au plus près de ce qu'on a dans l'existant, qui est une application WPF. Donc en gros, et transformer les appels. Ouais, pardon. C'est ça. Transformer les appels qui sont faits de l'interface graphique WPF, donc ton interface WPF continue à exister, et au lieu d'envoyer des appels, on va dire, locaux vers ta couche ViewModel, ça serait d'envoyer ça sur un serveur pour récupérer des données sur un serveur. Quoi. Voilà, d'avoir une application client-serveur. Ouais. Et donc, en fait, ce qui permettrait de justement découper l'application en ayant un front-end WPF, un back-end qui est des API, certainement, et sur le plus long terme, justement, de pouvoir remplacer le front-end WPF vers autre chose. Quoi. Donc, je me demandais s'il y a quelqu'un qui avait déjà fait ce genre de projet quelque part et qui pourrait partager de l'expérience, ou si vous avez des idées sur le sujet. Nous, on l'a fait, mais on l'a fait sur 2 projets différents. Donc, un projet qui est fait sur base du WPF connecté en local, etc., base accès direct serveur, parce que c'est un réseau local. Et un autre projet où c'est effectivement ce que tu dis, une interface lourde, si je ne dis pas de bêtises, qui se connecte en Web API sur un serveur distant. Mais c'est 2 projets distincts. D'accord, mais tu as... Est-ce que tu as migré une application lourde? Non, c'est pas une migration, c'est 2 projets différents. Okay. Qui utilisent les technologies dont tu parles, mais c'est effectivement 2 projets qui ont été développés from scratch tous les 2. Quoi. Il y a Anthony qui a levé la main. Ouais. Moi, j'ai eu cette problématique dans une société.
Malheureusement, par rapport à toi, nous, on a pris from scratch. On a tout redéveloppé. Voilà. Mais je pense que... malheureusement. Après, c'était bien pour moi. Mais par rapport à ta solution, je pense que voilà, c'est pas envisageable. Par contre, je pense que c'est intéressant de votre idée, parce que je trouve que ça permettra de du coup garder la même techno côté serveur. Parce que je pense que quand on fait WPF, on aime bien aller faire du ASP. Et de plus, ça permet après de facilement passer sur du web, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée sur du plus long terme, on va dire. Et qu'est-ce qui t'inquiète, Laurent, de faire ça quand tu dis retour d'expérience? Parce que les appels que tu fais en local, si tu transfères entre guillemets les appels sur, comme tu dis, des web API, bon, à part ça, je vois pas effectivement dans l'état actuel ce qu'il y aurait d'autre. Où est la difficulté? Enfin, où est ta question? Où sont tes questions? C'est vraiment où tu coupes dans l'architecture qui existe, tu vois, où c'est que tu mets la partie qui va devenir la partie cliente et la partie qui va devenir serveur. Donc le réflexe, ça serait de dire le... Hein? On lève MVM Lite. Ça, c'est qu'une petite étape. Mais tu vois, est-ce qu'on coupe et on garde là, sur la partie client WPF, ça c'est sûr. Mais la partie view model, et derrière, on délègue et on appelle des services et on expose notre couche modèle par une couche service qui est appelée. Le truc qui m'inquiète un peu, c'est temps de réponse. Les temps de réponse, merci. La latence que tu peux avoir quand tu passes d'une application qui tourne sur le desktop d'un utilisateur, un client-serveur. Après, ce que j'aime bien, c'est que dans cette possibilité-là aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne contrôle pas le client. On a des gens qui viennent avec des desktops ou des notebooks tout pourris. Si tu as une application client-serveur, tu décharges une partie de la charge vers le serveur que toi, tu contrôles. Donc, que tu vas pouvoir faire grandir et donc tu auras des meilleurs perfs. Mais tu as quand même cette problématique de latence que tu n'as pas quand tu as un client lourd. Et par rapport à votre projet, par rapport à votre projet, dans quelle architecture vous êtes? À part MVVM. Qu'est-ce que tu veux dire? Après, est-ce que le traitement vous avez des services, des repos et tout ça pour aller directement taper dans le... Non, c'est comme Visual Studio, si tu veux. C'est des fichiers locaux, on n'a pas de base de données. On a donc du MVVM. Le modèle, il est en mémoire. On sauvegarde l'état du modèle sur le file system de l'utilisateur et ce genre de choses pour l'instant. Il n'y a pas de base de données ni rien. C'est comme si tu avais Visual Studio, si tu veux, mais avec un langage qui est compréhensible de personnes qui ne sont pas des Donc moi, mon projet, c'était la même le problématique aussi. Du coup, c'était tout sur... il n'y avait pas de base de données. Mais du coup, on a tout fait from scratch, quoi. Donc... voilà. Mais c'est vrai que je reviens sur ce qu'Anthony disait, faire tout from scratch. J'ai pas dit que c'était une bonne idée, peut-être dans ton cas. Enfin, faut. Mais si. C'est intéressant. Ça permet de changer un peu les façons de travailler dans le projet. Oui, et les aspects de latence, rien que le fait d'appeler des API, en faire une qui te récupère le résultat, alors que tes développeurs, on va dire, ont probablement tendance à aller rechercher l'information minimum dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Avec des web API, c'est pas du tout la même logique, quoi. C'est plutôt faire un appel et récupérer tout. C'est ça. Ouais, moi, une disait, ça peut être ça. Une des idées que j'avais, que j'ai pas encore vraiment creusé, c'était de mettre, donc d'avoir la partie modèle et ce qu'on appelle la partie binding, qui est le plus bas niveau. On va dire c'est la base de données quelque part, même si c'est un niveau fichier, mais pas base de données. D'avoir ça côté serveur et de l'exposer sous forme d'une API GraphQL, où justement le client aurait cette flexibilité de pouvoir faire des queries où il va demander en fait qu'une partie des données. Et ce qui permettra aussi de designer une API serveur qui serait peut-être plus simple à mettre en place que de devoir designer des REST API pour tout. Après, GraphQL, moi, je pense que c'est vraiment quand tu as des besoins déjà de très grosse généricité sur les requêtes du client. Hein, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué à développer et aussi à requêter. Parce que là où tu peux générer des clients, par exemple en REST ou en gRPC, GraphQL, tu n'as pas grand-chose en .NET d'agréable à utiliser. Par exemple.
Ouais, mais enfin, je sais pas si t'as déjà essayé, franchement, Non, prends une REST API non, versus ça, tu verras la différence, c'est vraiment pas agréable. Moi, Enfin, j'ai eu c'est cette pas une discussion. expérience. J'ai eu cette discussion-là avec un développeur aussi sur un projet où on était parti sur du REST et lui voulait faire en gros du GraphQL. Ce que j'aime bien dans l'aspect REST, enfin dans l'aspect des API classiques, c'est que tu as la maîtrise des paramètres que tu envoies et tu peux pas accepter ce que tu veux, quoi. Ça me fait toujours un peu peur. Il faut tenir compte de ça pour moi. C'est si tu autorises, le client propose un petit peu ce qu'il veut récupérer comme données, il faut que le serveur puisse suivre la charge derrière Ouais. et puisse accepter de récupérer. En gros, tiens, renvoie-moi toute la DB et il faut pouvoir le gérer, tu vois. Ok. Et ça, je trouve ça trop compliqué, moi. Ouais, il faut que je clarifie un point, c'est que donc dans la partie serveur, nous, il n'y aurait pas de requête base de données. Le modèle, tout le modèle, en fait, c'est un graphe. Le graphe serait chargé en mémoire. Ah oui. Tu vois, déjà, tu n'aurais pas cette Ah ouais. problématique de charge, tu vois. Où tu contrôles plus que les requêtes sur la base de données, ce genre de choses. Ça, je suis d'accord, dans ce cas-là, ça serait plutôt problématique. Ouais, je pense à OData, par exemple. Ça Ouais, par revient un exemple, petit peu. Ouais. Moi, j'ai un projet chez quelqu'un, quoi, où justement ils avaient exposé ça sous forme de OData. Donc sur des petits projets, c'était bien sympathique, mais sur des gros, ça devenait le cauchemar. Et surtout effectivement au niveau perf. Du coup, les développeurs faisaient ce qu'ils voulaient au niveau interrogation là, c'était une base de données. Et ils étaient là à la fin, ils disaient c'est pas performant, comment ça se fait, ça marche pas. Ben ah oui, t'as fait un select étoile where la date est égale à machin, et dans ta base de données, tu as 1 million d'enregistrements, et la colonne date, elle est pas indexée, quoi. Donc, moralité, tu mets à genoux la base de données. Ouais. Donc, Après, tout ce qui est exposition comme ça de graphes ou de l'ensemble de la structure de la base de données, faut faire très attention à ce que ça va donner par la suite, quoi. Tu perds après la maîtrise, quoi, de ça, Ouais. quand tu dev. Ouais. Après, un autre vecteur de recherche, c'est effectivement le gRPC. Je crois que c'est Gérald qui en parlait. On a eu un podcast là-dessus. Après, je pense que ça dépend où c'est qu'on veut. Ouais, on en a eu un. Ouais. Fais de la pub. Ouais. Ça peut être intéressant. Moi, ça dépend, je pense, où tu veux mettre la flexibilité et où tu veux mettre l'investissement du développement, quoi. Je pense qu'on a un modèle layer qui est relativement bien fait pour être exposé, où on peut faire des queries relativement faciles. Devoir le découper Ouais, je sais pas. Après, au niveau query, je vois pas ce que tu aurais comme avantage de gRPC par rapport à REST. Un schéma déjà. Chez RPC, tu as un schéma, ça change vraiment tout. Hein. Ouais. T'as beau dire Swagger, OpenAPI, c'est cool. Ça dépend des API, il faut qu'elles soient bien faites pour que ça marche. Alors que le gRPC, c'est juste ça marche que c'est built-in et c'est obligatoire. Quoi. Ouais. Et du fait, la génération de clients marche bien aussi. Comment tu fais évoluer aussi parce qu'à la fin, c'est une interface. Et certainement, c'est une interface assez souple quand même. C'est une interface assez souple. Tu peux rajouter de nouveaux membres facilement. Tu peux en supprimer. En gros, ils ont un ID, là. C'est un chiffre 0, 1, 2, 3, 4. Si tu ajoutes un nouveau champ, tu mets juste un nouveau cet incrément. Là, si tu en supprimes un, tu peux l'enlever. Juste, tu ne réutilises pas le même numéro pour les suivants. Quoi. Donc, en gros, c'est quand même possible d'être assez d'être évolutif. Là. Mais après, pour être honnête, moi, on n'en aurait pas l'utilité parce que, en fait, la partie serveur serait versionnée toujours en même temps que la partie cliente, quoi. Les deux avanceront de pair. Donc, il n'y aurait pas c'est un besoin de moins. C'est un besoin de moins, effectivement. Après, un des gros avantages de gRPC, c'est le streaming. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans notre cas. Un truc qui serait vraiment top, c'est de pouvoir remplacer le binding par quelque chose qui fait du binding sur quelque chose en remote. Ça serait fantastique. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un fou qui avait développé quelque chose comme ça, j'ai jamais trouvé en fait. Si, il y avait un truc avec Remote Link, ou je sais plus comment ils avaient appelé leur projet, là, où ça serialise ta query, ça l'envoie côté serveur, ça l'exécute, ça te renvoie le truc, là, mais... mais ça, c'est pas au niveau binding. Et c'est vrai que quand tu regardes
l'interaction qu'il y a entre le binding, entre la view et le view model, et quand tu vois le nombre d'appels qu'il y a, Ouais, tu dis, si tu passes ça d'un local à un truc client-serveur, ton truc, il va ramer de fou, Indirectement, c'est Blazor. Hein. Blazor Server, il fait indirectement, il fait un peu ça. Hein. Bah, C'est pas du du signalaire alors. Du Pardon signalaire. Blazor Du utilise signalaire, Signalaire, tu mais fais ça un peut être peu une ça, autre non? technique. Mm. Il ne fait pas le binding Signalaire, mais avec Blazor, indirectement, il le fait. Oui, Ouais, mais à donc la tu fin, il pourrais envoie que des l'utiliser pour le diffs. faire, quoi. Il envoie que les modifs à la fin. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu vas Ouais, le mais faire en Blazor, tu vois. si Gérald, on, pourquoi tu disais que tu... Excuse-moi, juste Richard, je voudrais juste savoir pourquoi Gérald, il disait que GraphQL sur la plateforme .NET, c'était pas... Parce que j'ai regarde pas, les j'ai pas clients, tu sais, parce d'expérience. que mais- en gros, regarde, enfin, je sais pas si tu as déjà écrit une requête GraphQL. En gros, c'est une requête qui est très dynamique, tu dis ce que tu veux, etc. Ouais. Ce qui fait que ça se mappe pas. Enfin, tu peux pas faire un objet générique pour récupérer, pour mapper le résultat de ta requête dans un objet .NET. Donc pour ça, il y a des solutions qui existent. J'avais regardé rapidement. Il y a des gens qui proposent, notamment sur les sources generator maintenant de C# pour t'écrire ta requête. Enfin, tu fais un fichier avec toutes tes requêtes, et puis lui, pour chaque requête, il va générer le code appelant. Là. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend des choses qui sont pas forcément très intuitives en .NET aujourd'hui. Alors que quand tu as des langages très dynamiques, genre du JavaScript par exemple, tu fais ta Ouais, là, requête c'est et puis génial. il mappe dynamiquement là sur le bon truc là. Ce que tu n'as pas forcément en .NET, quoi. Donc ça prend du tooling qui est pas, à mon sens, peut-être pas encore assez facile à utiliser, quoi. Ok. Ça va venir, hein, je pense, mais pour le moment, c'est pas encore trop ça. Là. Mais ça- Après, on verra. C'est ce parle que de je la sais pas si tu as vu dans Intuitive Framework, là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un POC, là, voir comment ils pouvaient intégrer GraphQL dans .NET. Là. Ce sera juste une POC pour la prochaine version. La partie dynamique, elle est plus embêtante côté client que côté serveur. Hein. Ouais, clairement, ouais. C'est bien ça. Je pense, ouais. Côté serveur, c'est facile de mettre du GraphQL. Hein. Ok. En .NET. Surtout la sécurité derrière. Ok, voilà Richard. Bon, ouais, merci. Est-ce que quelqu'un a un autre sujet à aborder? Il n'y a pas Christophe, d'actualité. J'ai pas d'actualité, non, j'ai pas eu le temps cette semaine, je suis désolé. Il y a Jeff Bezos Oui, qui s'en va. Oh, je t'en ai envoyé une de 2019. oui. Ça s'appelle pas une actualité. Ah, Ou alors, il faut définir la notion de nouvelle. Je sais pas. Non, il y avait juste, il y a Anthony qui m'avait parlé de. Je vais reprendre. Qui avait parlé de. Oui, des. 2021. Pardon? ECMAScript 2021. Voilà, ECMAScript 2021 avec les nouvelles features qui risquaient d'apparaître. Schwarzenegger. Je vais vous mettre le lien. Non. ECMAScript 2021, le retour. Voilà, donc avec une méthode replace all, avec la possibilité d'avoir des méthodes private, les finaliseurs et puis les weak références pour éviter d'avoir au niveau du garbage collector quelque chose qui soit pas atteignable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça pourrait être un autre sujet la prochaine fois ou après, mais il y en a encore qui utilisent du JavaScript ou de l'ECMAScript comme ça, au lieu de passer par TypeScript. Je sais pas, moi, j'ai toujours tendance à dire, tiens, quand je dois faire un truc, je fais du TypeScript. Je sais pas s'il y en a qui... Alors, je lance la question, si jamais... En React, on Pardon? voit souvent des JSX. Ouais. Et c'est du JavaScript, c'est pas du TypeScript. Ouais, si tu regardes tout l'univers React, effectivement, c'est React, tu peux pas faire du TSX. Si tu peux, Si. mais la plupart du temps, c'est du JSX. Enfin, dans les projets que j'ai vus, c'est souvent du JSX. D'accord. Ouais, c'est assez rare qu'il y ait du TypeScript, ouais. Il y a une raison, vous savez? Bah, déjà, par exemple, avec si tu utilises les hooks dans React, tu as fortement intérêt à utiliser une approche avec des méthodes, avec des fonctions plutôt que d'utiliser des classes. Ouais. Donc, l'utilisation des classes est déjà beaucoup moins intéressante en React.
si tu fais du hook. Bon, je suis pas du tout spécialiste, donc je dis ça. Il y en a dans l'assemblée qui utilisent du JavaScript et pas du TypeScript. Levez la main. Voilà, quand il y a 3 lignes à écrire et c'est tout, inliner dans une page HTML, quoi. Ouais. Mais à part ça, non. Ah, il y a Microsoft. Il y a Microsoft. Il y a Christophe. J'ai jamais tapé une ligne de TypeScript. Et, Bon. et tout va bien. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ça vaut pas la peine de faire un sujet là-dessus. Bon, après, il en a perdu ses cheveux quand même. Hein. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais ils ont poussé vers le bas. Très bas, peut-être. Non, c'est pas. Lève-toi pour voir. Non, ça va, non. Mais après, que tu fasses du TypeScript ou du JavaScript, c'est important de savoir ce qui est dans la spec et de toute façon, ce qui est dans JavaScript, tu l'as en TypeScript. Donc, savoir qu'il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles choses, les méthodes private, etc. C'est, Ouais, ça évolue en même temps. Donc, tout à fait, ça empêche rien à l'actualité, ça c'est clair. Et Puisqu'évidemment, même TypeScript se base dessus, donc forcément, C'est ça, s'il y a ouais. des choses dedans, c'est mieux. ça, donc s'il y a les méthodes private, ça va arriver en TypeScript, quoi. Et quand je disais à d'autres développeurs, on a quand même les mêmes problématiques à JavaScript sur TypeScript. Même si on type correctement. Ouais. Parce qu'Angular, il ne sait pas qu'est-ce que c'est comme typage derrière. Bien. Bon, bah écoutez, quelqu'un a quelque chose à rajouter ou c'est bon pour cette fois-ci? Bon, bah écoutez. Si vous avez d'autres problèmes, dites-le nous. Hein. Ouais. Comme ça, pour la prochaine fois, on en discute. Venez avec vos problèmes, nous trouverons des solutions. Ou on vous laissera dans les problèmes. Bon, bah écoutez, merci d'être venu. J'ai oublié d'envoyer un mail à tout le monde, donc du coup, on a un petit peu moins de monde que d'habitude. Fin de semaine, c'est les vacances. Youpi. Oui, bah oui. Les vacances. Bah oui. Où il y a vu, Ouais, chez toi seulement. Il n'y a personne de prof ici. Il y a des profs? Non, il n'y a pas de profs. Et même pour les profs, même les enfants, ils ont encore cours la semaine prochaine. Hein. Donc il n'y a que toi, Richard, qui est en vacances. Il n'y a que moi. Ouais, bon, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, C'est en c'est. congé la semaine prochaine, Denis. Hein. Je suis en congé, moi, la semaine prochaine? Non, les enfants, ils sont en congé la semaine prochaine. C'est le congé de carnaval. La semaine d'après. C'est encore la Ils semaine vous d'après, ont non pas dit qu'il a annulé le carnaval? Oui, il y a des chances, oui. C'est annulé, mais essaye d'annuler. Ah oui, les c'est la congés, semaine là. d'après, c'est juste. Ah ouais, c'est la semaine d'après. Oui. Heureusement que je te le dis, hein, Donc, tes il y a- enfants. il y a bien que Richard qui est au congé. Bon, bah. Il va aller aussi. Alors, je sais pas si on fait un meet-up la semaine prochaine ou T'es emmerdé, du coup. Hein. Oui, je suis regardé. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe 15 jours de vacances, voilà, pouf, et puis Ouais. on se retrouve plutôt le 24 février prochain. Et si vous avez des sujets d'ici là, n'hésitez pas à le dire sur le Slack. Même pendant les vacances, je regarderai ce qui se passe sur le Slack. Et puis, bah voilà, écoutez, bonne semaine à tous, bonnes vacances pour ceux qui en prennent, et à la prochaine fois. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Bonne soirée. Plus. Salut.